Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'espace plateau TV de Grand Est Numérique 9e édition, toujours un espace produit par l'agence Grand Angle. Nous avons évoqué à présent la sécurité avec Guy-Philippe Goldstein. Bonjour. Bonjour, enchanté d'être là. Vous êtes chercheur à l'école de guerre économique, vous êtes également conseiller advisor, comme on dit, advisor chez PwC Expon Capital, PwC. Vous êtes un expert en matière de cyberdéfense et de cybersécurité. Faites-nous un peu le pitch de la cybersécurité. Je vous propose que l'on applique la technique. Alors, ce n'est pas une technique très, très moderne et qui ne parle pas en anglais. La technique de l'entonnoir. On va commencer par voir très large au niveau mondial de la planète, des enjeux. Et puis, pour être très concret, arriver ensuite aux entrepreneurs, entrepreneuses qui sont ici et qui ont aussi ce souci de cybersécurité. Aujourd'hui, la cybersécurité, qu'est-ce qu'on entend quand on se parle à l'échelle mondiale? On peut dire que ça va mal. Ça va de pire en pire. Voilà, Merci, les choses docteur. sont simples. Voilà. Le diagnostic n'est pas bon, alors qu'on sait maintenant depuis une dizaine d'années que c'est un problème stratégique. Bon. Et pourquoi ça va mal? Il y a une accélération avec la crise Covid qui a amené beaucoup de télétravail. Et on a vu de façon liée une explosion de ce risque cyber, une explosion des gangs cybercriminels qui viennent souvent d'ailleurs de pays à l'est de l'Europe, voire même à l'est du monde. Et donc on a eu toute une suite d'attaques. Alors les stats, c'est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information en France qui dit qu'il y a une augmentation du nombre de rançongiciels. Vous savez, c'est ces attaques lorsqu'on prend le contrôle de vos systèmes et il y a une rançon et soit vous payez, soit vous perdez toutes vos données. Ce type d'attaque-là a augmenté d'un facteur en gros 2,5 fois au cours des 12-18 derniers mois. Et on voit d'autres attaques plus brutales, même contre les hôpitaux, qui sont pourtant très touchés par le Covid, où là aussi une augmentation de x5, c'est ce que dit PwC. Donc une situation qui va très mal. Et à côté de ça, une prise de conscience des États, parce qu'in fine, c'est quand même eux qui doivent gérer le monopole de la violence de masse et de la sécurité de la nation. Et on a vu des annonces très fortes de la part, d'une part, du président Biden, accompagné des fameux GAFAM, lors d'une réunion très récente du 25 août dernier avec des chiffres assez astronomiques, puisque et Google et Microsoft vont mettre combinés 30 milliards de dollars sur la table au cours des 5 prochaines années. Milliards de dollars, voilà. 30. Et 30, exactement. Et nous, en France, nous aussi, on a marqué le coup et il y a eu des annonces fortes montrées par le président lui-même, ce qu'il faut signaler, d'un plan de 1 milliard sur 5 ans également. Bon, donc est-ce qu'on est dans la course? C'est une question. Est-ce qu'on a compris que c'était un problème? Oui. Est-ce qu'il faut faire plus? Ma réponse personnelle, c'est oui, oui, oui. Voilà. Et comment faire plus? Est-ce que c'est uniquement de l'argent ou est-ce que c'est aussi du comportemental? Alors, c'est une question très intéressante. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Parce qu'en fait, il y a une chose qui est assez amusante, c'est que dans l'univers des gens, les gentils de la cybersécurité, aujourd'hui, on parle du facteur humain comme étant un des facteurs déclencheurs les plus importants de ces questions de cyber. Et il y a des stats qui le montrent. Des stats qui viennent de la Grande-Bretagne qui disent que dans plus de 90% des cas, l'erreur humaine est fondamentale. Des gens du Patagone, il y a 2-3 ans, qui disaient exactement la même chose pour les systèmes militaires. Bon, donc c'est très important. Sauf que souvent, on ne met pas le paquet là-dessus. Et les erreurs, c'est des choses simples comme, par exemple, ne pas avoir le bon mot de passe, cliquer là où il ne faut pas cliquer, laisser dans le cloud partager à autrui des choses qui ne doivent pas être partagées à autrui, ne pas chiffrer, ne pas mettre à jour. Bon, c'est un petit peu comme apprendre à mettre la ceinture de sécurité. On ne la met toujours pas. On n'a pas non plus d'ailleurs de grands coups de poing sur la table de l'État pour nous dire qu'il faut mettre la ceinture de sécurité. Bon. Et on voit quand même en grande partie les dégâts. Par le passé, nous avons été, je dis nous de manière générale, candides, naïfs dans cette vaste prairie mondiale dans laquelle tout le monde s'ébattait gaiement. C'était peace and love et tout allait bien. Alors, d'abord, il y a certains pays qui ont très bien compris le sujet assez tôt et compris les devants. Alors, j'ai en tête évidemment Israël, qui est un petit pays, mais qui aujourd'hui concentre 41% des investissements venture cap au niveau mondial sur les startups de cybersécurité. 41%, 41% au premier semestre 2021. C'est mieux que l'année précédente où c'était 31%. Bon. Mais là, on voit que quand on prend très tôt l'avantage, il y a un gain. Bon.
Donc, mais une des raisons fondamentales pour lesquelles je pense on n'a pas assez fait attention, mis à part le fait que dans certains pays, parfois on est trop lent à réagir, c'est qu'on n'a pas forcément compris exactement quel était le coût. Et j'en réfère d'ailleurs à une étude que j'ai faite pour PwC, qui a commencé à être publiée, on va en reparler dans le courant de l'année, qui a montré sur un panel large d'entreprises, 130 entreprises à travers le monde, européennes et beaucoup américaines, que lorsqu'il y a un choc cyber, dans 58% des cas, eh bien, il y a un décrochage de la valeur par rapport au reste du secteur industriel de référence, par rapport aux compétiteurs, en moyenne de 22%. Donc, il y a 1/5 de la valeur de la boîte, en gros, qui peut être mise sur la table, qui peut être perdue. Donc ça, c'est très significatif. Justement, puisque vous parlez du risque cyber et avant d'appliquer les bonnes méthodes du docteur Goldstein sur la cybersécurité pour les petites entreprises, on verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on entend par risque cyber? Cette grande famille d'attaques en quelques grandes familles ou sous-familles, ça correspond à quoi? Alors, si je vais être ultra schématique, mais soyons-le, il y a trois gros types d'attaques. Okay, il y a ce qu'on continue à voir, les attaques de déni de service. Parfois, c'est des compétiteurs qui vont attaquer en balançant des paquets IP, de la donnée, un maximum sur vos serveurs, et tout d'un coup, vous n'êtes plus capable de réagir. Pour les faire planter, entre guillemets, c'est ça. Planter, exactement. Ouais. Ensuite, les deux gros types d'attaques qu'on voit, c'est les attaques d'exfiltration de données. On pompe toutes les données de votre boîte. L'un des plus grands constructeurs de cellules photovoltaïques, tout d'un coup, ils se sont rendus compte que tiens, c'est bizarre, ils avaient des concurrents chinois qui avaient exactement la même technologie qu'eux et qui arrivaient à pricer dans les gros contrats juste en dessous d'eux, et donc ils perdaient les marchés. Effectivement, il semblerait qu'il y ait une opération d'espionnage chinois qui a fonctionné. Le FBI s'en est saisi, mais résultat, SolarWorld, en 2017, a déposé le bilan. Bon. Donc ça aussi, c'est une chose qui arrive. Et puis un troisième type d'attaque qui a explosé au cours des 3-4 dernières années, c'est les fameux rançongiciels dont je parlais. C'est tout d'un coup, on prend le contrôle de vos machines et là on vous le dit, c'est encore plus simple. Vous n'allez pas essayer de revendre les données, vous allez revendre directement aux victimes. C'est sans foi ni loi puisque ce peut être Colonial Pipeline comme ça peut être un petit hôpital de campagne comme ça s'est vu récemment en France. Sans foi ni loi. Exactement. Entre guillemets, il n'y a pas de limite. D'autant plus que derrière ça, on voit des États qui, je mets les guillemets qu'il faut, hébergent certains de ces groupes cybercriminels. Et évidemment, j'ai en tête deux États qui sont importants, respectables, mais enfin qui font des choses un peu bizarres, à moins que leur police intérieure soit totalement défaillante. Un peu à l'est de chez nous. Très à l'est de chez nous, la Russie et la Chine, voilà. Pour dire les choses. La Russie qui a été pointée du doigt de façon très claire par la Maison-Blanche. Et d'ailleurs, il y a eu un sommet Biden-Poutine en juin dernier où ce sujet-là a été vraiment sur la table. Et puis la Chine, et je peux le dire parce que Guillaume Poupard, donc le patron de l'ANSSI en France, et le représentant du Conseil de l'Europe, et évidemment les autorités américaines au cours des 2-3 derniers mois, ont mis le doigt sur la Chine, en particulier à cause d'une attaque qui a ciblé Microsoft Exchange Server, et tous les systèmes de serveurs email de Microsoft. Vous nous avez donné le diagnostic, Guy-Philippe Goldstein. Quel est le traitement pour des entrepreneurs? Ne parlons pas État, mais parlons à toutes celles et ceux qui font grand test numérique. Alors, d'abord, s'assurer qu'on fait des choses simples, mais qu'il faut faire. Première chose, les mots de passe. Alors, il faut des mots de passe qui sont compliqués. Compliqués, c'est par exemple, vous prenez 3 mots qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ou alors, vous prenez une phrase que vous connaissez par cœur et vous prenez juste la première lettre. Bon, c'est des exemples. Ou alors, vous faites ce qu'on appelle multi-factor authorization. C'est-à-dire, vous prenez un de ces systèmes où non seulement vous mettez votre passe, mais en plus, il faut avoir l'accord par un petit logiciel qui va être sur votre smartphone. Et ça, vous le faites. Parce que déjà, ça règle beaucoup de problèmes. Ensuite, vos documents importants, vous les chiffrez. Bon. Ensuite, lorsqu'on vous demande... Chiffrer, pardon, coder. Vous les codez, voilà. Oui. Ouais. Mais le vrai terme français, c'est chiffré. Coder, c'est un anglicisme. Voilà. Pardon. Je vous en prie. Et puis, donc, une dernière chose, mais enfin, il y a 2-3 autres choses à faire, c'est que quand on vous demande de mettre à jour vos logiciels, vos systèmes, vous le faites, vous n'attendez pas. Alors déjà, vous faites ça, c'est pas mal. Vous réglez à beaucoup des problèmes. Bon. Et puis aussi, puisqu'on l'a dit, la formation, de la sensibilisation aux utilisateurs.
Alors évidemment, ça c'est très important. Et alors une des bonnes choses, alors quand on est une entreprise d'une taille un peu plus grande, on va dire une PME, une ETI, une PME de centre taille, une ETI, ce qui est très bien, c'est un peu, je dirais, un minimum aujourd'hui, c'est de faire par exemple des fausses attaques de phishing, l'hameçonnage. Bon, ça d'ailleurs, il y a eu beaucoup de choses là-dessus avec la crise Covid. Parce que tout d'un coup, il y a des entreprises qui ont vu « Ah, tenez, recevez les aides d'État. Si vous n'êtes pas au courant, on peut vous aider. » Vous ne savez pas d'où ça venait. Vous allez dire « Ah oui, tiens, les aides d'État, moi aussi, j'ai envie d'avoir mes aides d'État. » Ben non. Si vous ne savez pas d'où ça vient, il ne faut pas cliquer. Voilà. Et pour rebondir sur le sujet, ils sont de plus en plus malins puisque les fautes d'orthographe ou les logos un peu pompés qui étaient très comment dire, grossiers il y a quelques années encore, maintenant il n'y a plus de fautes, c'est véritablement bien fait. Donc il faut faire très attention effectivement à ces choses-là parce que c'est sophistiqué. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir? Comment vous l'entrevoyez, l'avenir de la cybersécurité? Alors je suis totalement schizophrène parce qu'il y a une part de moi qui voit bien que les choses ne vont pas mieux, que dans certains grands pays européens, 3 petits points, on a conscience du danger mais on ne met pas les investissements nécessaires et qu'on ne se rend pas compte derrière ça que ce que j'évoquais un petit peu, c'est pas que les choses sont stabilisées dans le digital, c'est que les choses s'accélèrent. L'une des plus grandes transformations des 10 ans qui viennent, c'est celle de la robotisation de masse. Ça, on le voit très bien avec le coût unitaire des robots industriels qui s'effondrent, comme les ordinateurs se sont effondrés. Vous aviez les mainframes, la mini-informatique, la micro-informatique. Maintenant, vous avez l'informatique sur le portable. Voilà, mais ça, c'est des vrais grands ordinateurs. Bon, on va voir la même chose sur les robots. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup plus de choses, de services, etc. avec la robotique. Mais le problème, c'est que ça risque en fait de créer des chocs cyberphysiques beaucoup plus importants. Il y a une belle voiture qui est juste derrière moi. Demain, ça sera une voiture qui sera probablement autonome, d'ici à la fin de la décennie. Mais le problème, c'est que si tout d'un coup on en prend le contrôle et qu'on dit à 1000 voitures « Hey, tournez à gauche » alors qu'il fallait tourner à droite, ben là on risque d'avoir 1 millier de personnes qui vont avoir des vrais problèmes physiques, humains, des dommages humains, peut-être même de la perte de vie. Donc là, le risque qu'on a, c'est que tout d'un coup, on change d'échelle. On change d'échelle parce qu'on ne fait pas les investissements, il n'y a pas encore la prise de conscience. On croit que c'est un phénomène, on va dire, linéaire, alors qu'on est dans un phénomène exponentiel et que moi, je ne ressens pas encore la prise de conscience de cette nature exponentielle du risque, en tout cas, pas dans certains grands pays européens que nous connaissons. Donc, est-ce que je suis pessimiste pour l'instant? Un peu quand même.